Il y a des chiffres qui passent à la télé et qui ne font plus rien. Des milliards, des millions. On les entend, on les oublie. Et puis il y a ceux qui dérangent. Parce qu'ils posent une question simple, presque violente. 100 milliards de dollars. C'est ce que YouTube a versé à ses créateurs sur les 4 dernières années. Pas une promesse, pas une projection. De l'argent réel. Aller directement dans la poche de gens comme toi, ou presque. Une minorité, une poignée de personnes qui vivent aujourd'hui de ce qu'elles aiment créer. Et si tu regardes cette vidéo, soyons honnêtes 2 secondes. Tu t'es déjà imaginé à leur place. Tu t'es déjà dit, moi aussi je pourrais le faire. Et pourtant, ce dont on va vraiment parler aujourd'hui, ce n'est pas de réussite spectaculaire, ce n'est pas de buzz, ce n'est pas de chance. On va parler d'un blocage invisible. Celui qui empêche des millions de personnes de passer à l'action alors que toutes les cartes sont déjà sur la table. Parce que le vrai problème, ce n'est pas que YouTube est saturé, ce n'est pas que c'était mieux avant, ce n'est même pas l'algorithme. Le vrai problème, c'est que la majorité des gens attendent encore le moment parfait, pendant que d'autres construisent tranquillement leur place. Et c'est important maintenant, parce que ce fameux gâteau, contrairement à ce qu'on croit, il ne rétrécit pas, il grossit. Et pour comprendre pourquoi autant de personnes restent bloquées au bord du terrain, il faut revenir à une histoire très simple, une histoire banale, presque ridicule, la mienne. Je m'appelle Roosevelt et pendant longtemps, j'ai fait exactement ce que font 90% des gens aujourd'hui. Je regardais des vidéos, je prenais des notes, beaucoup de notes, je voulais tout comprendre avant de commencer. Puis un soir, le 17 septembre, pendant que mes potes faisaient la fête, j'étais au boulot, un vrai business, des clients, des problèmes, la fatigue. Et cette phrase qui revenait sans cesse autour de moi, comment t'as fait? Comment on crée un business? Pourquoi toi et pas moi? Je me suis rendu compte d'un truc. Créer, expliquer, transmettre, c'était déjà une partie de moi. Alors j'ai eu une idée simple, presque naïve. Pourquoi ne pas en parler sur YouTube? Quelques jours plus tard, je me lance avec les outils d'IA ChatGPT pour les scripts Eleven Lab, pour la voix off CapCut, pour le montage, rien de plus. Je monte ma première vidéo. La vidéo est mauvaise, vraiment mauvaise. Puis un soir, je clique sur publier. Sans le savoir, cette vidéo éclatée venait de poser la première pierre d'un écosystème qui rapporte aujourd'hui plusieurs chiffres par an. Ce que cette histoire prouve, ce n'est pas que j'étais spécial, c'est exactement l'inverse. La première vidéo ne sert pas à être bonne, elle sert à casser l'inertie. À ce moment précis, tu changes de camp, tu n'es plus spectateur, tu deviens créateur, et à partir de là, quelque chose se passe. Tu comprends ce qui te met mal à l'aise, ce que tu aimes expliquer, ce que tu détestes faire. Aucun tuto au monde ne peut t'apprendre ça. Seule l'action le peut. Vouloir une vidéo parfaite avant de publier, c'est comme vouloir apprendre à nager en lisant des livres. Tu peux lire toute ta vie, tu couleras quand même. Dans la suite, on va voir pourquoi le matériel n'a presque jamais été le vrai problème. Comment arrêter de se cacher derrière de fausses excuses. Et surtout, comment penser YouTube non pas comme un coup de chance, mais comme un système clair et reproductible. Parce que la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui encaissent, elle commence toujours au même endroit, la décision de publier. Maintenant, on va voir un autre piège dans lequel tombent presque tous ceux qui veulent se lancer, le matériel, parce que c'est rassurant, le matériel, et ça donne l'impression d'avancer sans vraiment prendre de risques. On compare les caméras, les lumières, les micros, les logiciels. Et pendant ce temps-là, aucune vidéo n'est publiée. La vérité est simple et parfois elle fait mal à entendre. Le matériel n'est presque jamais le problème. Quand j'ai commencé, j'avais rien comme matos, même pas un ring light basique. Un téléphone Android qui n'avait rien d'exceptionnel. Et ça a suffi. Pourquoi? Parce que sur YouTube, l'élément le plus important au début, ce n'est pas l'image, c'est le son. Une image moyenne, ton cerveau peut la tolérer. Un son mauvais, il décroche immédiatement. Le son, c'est la voix dans la tête du spectateur. Si elle grésille, si elle fatigue, la vidéo est morte avant même d'avoir commencé. Et il y a un autre problème beaucoup plus sournois. Plus ton setup est complexe, plus tu te crées des excuses pour ne pas tourner. Trop de câbles, trop de réglages, trop de contraintes. À force, tu te dis, je tournerai demain quand j'aurai le temps de tout installer correctement. Et demain ne vient jamais. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai simplifié au maximum. Mon bureau sert uniquement à tourner. Je pose le téléphone, j'appuie sur enregistrer. Mieux encore, j'ai créé un avatar IA qui lit mes scripts simplement. Pas besoin de motivation héroïque, pas besoin de discipline surhumaine. Juste un environnement qui ne me laisse aucune excuse. Si je repartais de zéro aujourd'hui, je ferais simple. Un téléphone, un micro correct, la lumière du jour et basta. Même mieux que ça, aujourd'hui, tu peux créer des chaînes entières sans montrer ton visage. Les chaînes faceless explosent. Tu n'as même plus cette barrière psychologique. Le matériel doit être un outil, jamais un obstacle. Alors passons à une erreur encore plus fréquente.
la course à la viralité. Quand quelqu'un se lance sur YouTube, la question revient toujours. C'est quoi le hack pour faire des millions de vues? Et c'est précisément là que beaucoup se plantent. Quand tu démarres, personne ne te connaît, personne ne t'attend. Et espérer que l'algorithme te propulse par magie, c'est comme ouvrir une boutique dans une rue vide et prier pour que des clients tombent dessus par hasard. Ça peut arriver, mais c'est rare. Parce que YouTube, avant d'être un réseau social, c'est un moteur de recherche. Les gens viennent avec des problèmes, des questions, des blocages. Comment faire ça? Comment éviter ça? Pourquoi ça ne marche pas? Et quand tu réponds clairement à une question que beaucoup se posent, YouTube fait le reste. La recherche, c'est du trafic lent, mais stable, cumulatif. Une vidéo bien positionnée peut te ramener des gens pendant des mois, voire des années. La viralité, elle, ressemble à un feu de paille. Ça brûle fort. Puis ça s'éteint. Si je repartais de zéro, je ne chercherais pas à être viral. Je chercherais à être trouvable. Des sujets simples, concrets, utiles. Pas besoin d'être original. Juste d'être clair. L'objectif n'est pas de briller. L'objectif est d'aider. Et paradoxalement, c'est souvent comme ça que certaines vidéos finissent par exploser. Et il y a une autre idée fausse qui bloque énormément de créateurs. Pensez qu'il faut créer l'attention. L'attention existe déjà, elle est partout. Ton vrai travail, ce n'est pas de l'inventer, c'est de la canaliser. Des millions de personnes regardent déjà des vidéos dans ta thématique. Ignorer ça au nom de l'originalité, c'est se tirer une balle dans le pied. Quand tu débutes, personne ne te doit son attention. Tu dois aller la chercher là où elle est déjà. Ça veut dire quoi concrètement? Observer ce qui fonctionne, comprendre les sujets, les formats, les angles, pas pour copier bêtement, mais pour comprendre pourquoi ça marche. Comme en cuisine, tu ne commences pas par inventer une recette révolutionnaire. Tu maîtrises les bases, puis tu ajustes, puis tu améliores. Sur YouTube, c'est pareil. Les créateurs qui progressent vite ne sont pas ceux qui réinventent la roue. Ce sont ceux qui comprennent pourquoi la roue tourne. Quand tu débutes, le but n'est pas d'être original. Le but est d'être lisible. L'originalité vient avec le temps. La clarté doit être là dès le départ. Dans la suite, on va voir pourquoi certaines vidéos ne décolle jamais, même quand le contenu est bon. Pourquoi le clic se joue avant même que la vidéo existe? Et comment arrêter de parler dans le vide en choisissant enfin un angle précis? Parce que sur YouTube, le vrai combat ne se joue pas devant la caméra. Il se joue avant même d'appuyer sur enregistrer. Maintenant, on va attaquer un point qui fait très mal à l'ego, mais qui change absolument tout. La majorité des vidéos qui ne marchent pas ne sont pas mauvaises, elles ne sont juste jamais cliquées, et ça, beaucoup de créateurs refusent de l'accepter. On aime croire que si le fond est bon, les gens finiront par venir, que l'algorithme comprendra. La réalité est plus froide. Sur YouTube, personne ne découvre ton intelligence avant d'avoir cliqué, et le clic se joue en une fraction de seconde. Avant même que ta vidéo existe vraiment, elle est déjà en compétition avec des centaines d'autres, des miniatures propres, des promesses claires, des titres lisibles. Et là, pose-toi une question honnête. Pourquoi quelqu'un cliquerait sur ta vidéo plutôt qu'une autre? Beaucoup de créateurs traitent le titre et la miniature comme la fin du processus. Un détail, un emballage, c'est exactement l'inverse. Le titre et la miniature, c'est la porte d'entrée. Si la porte n'est pas claire, personne n'entre. J'utilise souvent cette image. Deux boutiques vendent des pneus. La première a des pneus corrects, mais une devanture propre, lumineuse, avec une offre claire. La seconde a les meilleurs pneus du monde, mais une vitrine sale, confuse, qui ne donne pas envie, dans laquelle tu rentres. YouTube fonctionne exactement comme ça. Penser le clic à l'avance, ce n'est pas faire du putaclic, c'est respecter le temps des gens. La personne qui voit ta vidéo ne se demande pas si ton contenu est profond, elle se demande « est-ce que ça vaut mon temps ?» Si je repartais de zéro aujourd'hui, je ferais l'inverse de la majorité. Je commencerais par le sujet, puis le titre, puis l'idée de miniature, avant même d'appuyer sur enregistrer. Comme ça, pendant que je parle, je sais exactement ce que je promets. Et je peux m'assurer de délivrer cette promesse jusqu'à la fin. Sans ça, tu parles encore, et tu te perds. Sur YouTube, la clarté du clic conditionne la clarté du message. Et maintenant, on arrive à une erreur encore plus structurelle, vouloir parler à tout le monde. Quand tu débutes, plus ton sujet est large, plus tu deviens invisible. Se battre sur des thèmes ultra génériques quand personne ne te connaît, c'est comme vouloir prendre la parole dans une salle remplie de gens avec des mégaphones. Tu peux crier, personne ne t'entendra. Beaucoup de créateurs pensent, si je parle à tout le monde, j'aurai plus de chance. C'est faux. À force de vouloir parler à tout le monde, tu ne parles à personne. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Sur une même chaîne, je parlais d'entrepreneuriat, puis de géopolitique, puis de crypto-monnaie. Résultat,
Les gens étaient perdus, ils ne savaient pas pourquoi s'abonner. J'ai compris une chose simple, un sujet ou une promesse est une chaîne. Les chaînes qui décollent vite choisissent un angle précis, parfois très étroit, mais extrêmement clair. J'ai rencontré un créateur qui cartonne avec une chaîne sur la pêche, pas la nature, pas les loisirs, la pêche. Et encore plus précis que ça, les cannes à pêche, des centaines de milliers d'euros par mois, sur un angle que la majorité jugeait trop petit. Ce n'est pas le sujet qui est petit, c'est l'angle qui est précis. Tu aimes le golf? Ne parle pas du golf, parle des balles de golf, ou des erreurs des débutants, ou d'un niveau précis. Pose-toi toujours ces questions. À qui je parle exactement? Quel problème précis je résous? Pourquoi cette personne m'écouterait moi? Au début, être large te rend invisible. Être petit te rend lisible. Et quand tu deviens lisible, tu peux élargir. Dans la suite, on va voir la dernière pièce du puzzle, celle que presque tout le monde ignore au départ. Pourquoi traiter YouTube comme un hobby condamne la majorité des chaînes? Et comment penser la plateforme comme un système durable sans perdre le plaisir de créer? Parce que la vraie différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui durent ne se joue pas sur une vidéo, elle se joue sur la vision. Maintenant, on arrive à la dernière pièce du puzzle, celle que presque tout le monde ignore ou repousse à plus tard. Traiter YouTube comme un hobby, c'est confortable, un hobby. Pas de pression, pas de structure, pas d'obligation de résultat. Mais c'est aussi exactement pour ça que la majorité des chaînes meurent. Si je repartais de zéro aujourd'hui, je traiterais YouTube comme un business dès le premier jour. Pas un business froid, pas un truc sans plaisir, un vrai système, parce que les créateurs qui tiennent dans le temps ne sont pas forcément les plus talentueux. Ce sont ceux qui ont compris que YouTube n'est pas une suite de vidéos, c'est un écosystème. Traiter YouTube comme un business, ça ne veut pas dire être obsédé par l'argent, ça veut dire se poser 3 questions simples très tôt. Est-ce que j'aime ce sujet suffisamment pour en parler longtemps? Est-ce que j'ai quelque chose de réel à apporter? Et surtout, est-ce qu'il existe un moyen logique de monétiser ce contenu au-delà des pubs? Sans ces 3 réponses, ta motivation finit toujours par s'éroder. Je m'en souviens très bien. Le jour où j'ai reçu mon premier chèque YouTube, j'ai compris quelque chose. Ce n'était plus un jeu, c'était réel. Et à partir de là, mes efforts ont été multipliés par 10. Beaucoup de créateurs font une erreur fatale. Ils comptent uniquement sur la monétisation YouTube. Le problème, c'est que ça te rend totalement dépendant. Des règles, des CPM, des changements de la plateforme. Si je commençais aujourd'hui, je réfléchirais très tôt à d'autres leviers. L'affiliation, les produits numériques, les services, un écosystème cohérent, pas pour vendre à tout le monde, mais pour aider ceux qui veulent aller plus loin. YouTube, c'est la meilleure rampe de lancement qui existe aujourd'hui, meilleure que la presse, meilleure que Instagram, meilleure que TikTok, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et plus tôt tu comprends que tes vidéos sont un outil, pas un objectif, plus vite tu construis quelque chose de durable. Si tu as écouté jusqu'ici, tu as compris une chose essentielle. YouTube n'est pas une question de chance, ni de talent caché, ni de matériel parfait. C'est une question de structure et de décisions prises très tôt. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être clair. Clair sur ce que tu veux faire, clair sur à qui tu parles, clair sur ce que tu construis derrière tes vidéos. Ceux qui échouent ne manquent pas de potentiel, ils manquent de cadre. YouTube ne récompense pas la précipitation, mais il récompense toujours la constance intelligente. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche encore de publier ta toute première vidéo? Et maintenant, on boucle, reviens à cette image du début. 100 milliards de dollars, pas dans 10 ans, pas dans un futur hypothétique, déjà distribué. Ce chiffre ne raconte pas une histoire de génie, il raconte une histoire de décisions prises tôt, de gens imparfaits, de vidéos imparfaites, publiées quand même. Ce que cette histoire révèle sur notre époque, c'est que jamais il n'a été aussi simple de transformer une compétence, une expérience ou même une curiosité en levier de liberté. Mais jamais il n'a été aussi facile de rester bloqué à regarder les autres le faire. Parce que le vrai confort aujourd'hui, ce n'est pas l'échec, c'est l'inaction déguisée en préparation. Regarder des vidéos, prendre des notes, attendre encore un peu et se dire « je le ferai quand je serai prêt ». La vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais prêt et c'est normal. La seule vraie rupture, celle qui change tout, c'est la première publication. Pas parce qu'elle est bonne, mais parce qu'elle existe. À partir de là, tu entres dans le jeu. Tu apprends, tu ajustes, tu construis. Alors la question n'est plus est-ce que YouTube est saturé? Est-ce que j'ai le bon matériel? Est-ce que je suis légitime? La seule vraie question est celle-ci. Combien de temps encore vas-tu laisser passer avant de te donner une chance réelle? Dis-le en commentaire et surtout,
publie. On se retrouve de l'autre côté. Il y a un moment précis, souvent invisible, où tout bascule. Pas quand la chaîne explose, pas quand l'argent arrive, mais quand tu arrêtes d'attendre une permission. Personne ne va venir te dire « c'est bon, tu peux commencer maintenant ». Personne. YouTube ne récompense pas ceux qui savent, il récompense ceux qui essaient, qui observent, qui corrigent et qui reviennent encore et encore. La première vidéo ne changera peut-être pas ta vie, mais elle change ton identité. Tu ne dis plus « j'aimerais me lancer sur YouTube ». Tu dis « j'ai une chaîne ». Et cette phrase-là, elle pèse lourd. Alors fais simple, fais imparfait, mais fais réel. Parce que dans quelques mois, quand tu regarderas en arrière, tu ne regretteras jamais d'avoir publié trop tôt. Tu regretteras seulement d'avoir attendu trop longtemps. À toi de jouer.